Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Je m'appelle Martin, je suis une personne non-binaire, donc mes pronoms sont yel et il, même si pour la simplicité j'utilise beaucoup le il. À part ça, je suis une personne neuro-A, probablement TDAH, mais c'est pas diagnostiqué. Je souffre de dépression assez régulièrement, donc je suis une personne dépressive aussi. Question relationnelle, je suis plutôt en poly-A. Voilà. Alors, moi, mon poly-A, il est assez simple dans le sens où je ne suis la relation principale de personne. C'est un peu l'anarchie dans mes relations, mais on peut dire que là, j'ai à peu près 2 relations qui ont des relations principales et moi, je suis le petit électron libre qui profite des bons moments. Donc, en général, quand je vois les personnes, je vais bien. Et donc, gérer l'amour et la dépression, ça se fait dans le sens où j'ai pas H24 quelqu'un tout le temps avec moi et je fais pas subir ma dépression aux gens. Après, si vraiment j'ai besoin de donner l'alerte, je le fais ou pas parce que j'ai ma fierté et que du coup je préfère rester tout seul chez moi et ne rien dire à personne. En gros, on va dire que ça me permet de me préserver et ça permet aussi de préserver les autres de ma santé mentale. Voilà. Est-ce que ça te va de ne pas être la relation principale de quelqu'un ? Je dirais que ça me rassure, parce que ce serait trop lourd à porter, parce que j'ai d'autres trucs à gérer. Je pense que ma relation principale, pour le moment, faudrait que ce soit moi-même, et que je fasse en sorte d'aller au mieux possible et de me gérer comme je peux. Après, je dis pas, il y a des moments où j'ai envie de fusion avec les gens, et j'ai envie d'être très très proche des personnes, et parfois les gens sont pas disponibles, mais c'est la vie, et on compose avec en général, donc je sais pas. Est-ce que c'est important pour toi aimer et être aimé ? Oui. Aimer, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Je m'attache vite aux gens. Je m'en détache vite aussi, mais je m'attache très vite. Et être aimé, quand on n'a pas forcément confiance en soi, ça fait du bien. Et quand on est en dépression, ça fait aussi du bien de se sentir aimé parce qu'on sent qu'on a de l'importance dans la vie de quelqu'un. Et donc on voit l'importance qu'on a, enfin l'intérêt de vivre qu'on a, là où la dépression nous enlèverait tout intérêt, toute envie de vivre en fait. Et comment tu t'es détachée du cadre monogame ? Une relation traumatique avec un homme cisgenre, par exemple. Alors, en réfléchissant, je pense que j'ai toujours été poly-A, parce que je pense qu'il y a des gens qui expérimentent le poly-A et il y a des gens qui le sont. Et moi, je pense que je le suis. Et donc, avant cette relation-là, toutes mes relations sont allées dans le mur. Après, toutes mes relations monogames aussi sont allées dans le mur. Mais j'ai commencé à réfléchir à tout ça après, parce que je suis sortie avec quelqu'un pendant 1 an et demi. Donc, un mec cis de 17 ans de plus que moi. Oui. Qui était... trigger warning, violent psychologiquement, sexuellement, financièrement. Et donc, j'ai habité avec lui, là où il était propriétaire. Donc, il était propriétaire de mon logement. J'ai failli me paxer avec. On avait un chien ensemble. Bref, j'ai eu une vie de meuf cisgenre de base avec les traumas qui vont avec. Voilà. Et donc, ça m'a permis, en sortant de cette relation, de réfléchir à ce que je voulais vraiment et ce que je ne voulais plus. Et là, j'ai entendu parler du poly-A et en fait, je me suis dit que c'était tout moi.
Est-ce que tu relationnes encore avec des hommes cisgenres? Je relationne avec des hommes cisgenres de manière moins émotionnelle qu'avant. Je peux relationner sexuellement avec des hommes cisgenres. Par contre, je sens que je mets tout de suite un mur entre eux et moi. Pas forcément un mur, mais je gâte les red flags. On va dire que ce sont pas des relations où je m'investis beaucoup émotionnellement. Genre, on s'amuse et voilà. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Ça veut dire quoi, on s'amuse, c'est juste sexuel ou Bah, c'est principalement sexuel. Après, c'est des potes aussi, hein. Mais je vais pas leur dire je t'aime, je vais pas... je préfère les maintenir à distance pour le moment. Tu crois qu'un jour, tu pourras redonner ta confiance à un homme cisgenre? Ça dépend depuis combien de temps je le connais. Après, je te dis peut-être des... Je suis en train de réfléchir. J'ai un crush sur quelqu'un en ce moment et c'est un mec cisgenre. Donc en vrai, on se parle tous les jours et je pense que ça permet aussi d'instaurer une confiance. Et en fait, ça me rassure peut-être de pas le voir pour le moment parce que ça me permet de guetter un petit peu par message s'il y a des trucs qui sont chelous ou pas. Donc voilà. Mais tu l'as déjà vu en vrai? Je l'ai déjà vu en vrai, on s'est rencontrés en concert de métal. Mais le type avait du tape sur les tétons, il portait des collants résille, il me faisait des grands sourires, mais pas malsains, tu vois, c'était plutôt bienveillant. Donc je me suis dit qu'il avait l'air sympa, et après 2 pintes, je l'ai topé, je lui ai parlé de prostate, et du coup on a sympathisé, et on a passé une trop bonne soirée, qui est passée beaucoup trop vite. On tombe amoureux en parlant de prostate? Je sais pas. En vrai, je sais pas, mais je pense que si quelqu'un est ouvert à la question, c'est un green flag. Un mec cis ouvert à la question, c'est un green flag pour moi. Comment on sait quand on est amoureux ou amoureuse? Je sais pas du tout. Je sais pas. En fait, j'aurais envie de te dire que quand t'es amoureux, ça fait mal. Tu peux aimer et ne pas être amoureux et aimer très sainement et relationner avec des personnes que tu aimes sincèrement. En fait, il y a le truc de tomber, quoi. Pour moi, c'est vraiment, ça fait mal. Mais genre là, j'étais amoureux d'un pote c'était pas réciproque. Et du coup, c'était juste douloureux. Donc l'amour fait toujours mal, l'amour amoureux. c'est puissant et ça t'emporte. Et parfois, tu perds un peu la raison. Et j'ai pas trop envie de ça. Et avec ma santé psy, c'est pas trop gérable. Mais on contrôle pas de qui on tombe amoureux. Non, malheureusement. Et comment on fait parce que tu as dit que tu étais polyamoureux, donc tu aimes plusieurs personnes amoureusement, mais est-ce que tu les aimes amoureusement ou tu les aimes d'un amour relationnel, émotionnel qui s'approcherait de l'amour amoureux? C'est plutôt la deuxième option. Après, peut-être qu'au fur et à mesure, je tombe amoureux d'elle, puisqu'il y a une femme et une personne non-binaire. Mais... ouais, peut-être qu'au fur et à mesure, ça se fait, mais ça permet de le faire de manière réfléchie et de pas se laisser emporter dans un truc qui nous fera perdre pied la raison. T'aimes pas perdre la raison en amour? Alors, j'adore ça, mais c'est l'après qui est difficile et... ouais, toujours gérer l'après parce qu'il y a toujours un moment où ça se termine. J'ai toujours ça dans le coin de ma tête quand je suis amoureuse, c'est qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, où moi je ne serai plus amoureux, ou alors la personne se détachera de moi aussi. Donc... Oui, en soi, ce n'est pas la chute qui fait le plus mal, c'est le silence qui vient après. C'est peut-être ça, ouais. Et on a peur du silence et du vide quand on se retrouve tout seul. Alors, oui. Après... l'avantage du polya, c'est qu'on sera jamais vraiment seul si on a de la chance. Oh, je suis en train de me dire, est-ce que lorsqu'on est polya, on est égoïste? C'est une bonne question. Alors en un sens, peut-être, parce qu'on a envie de pouvoir découvrir plusieurs personnes et qu'on risque de faire du mal. Je pense à toi notamment, qui a eu cette crainte récemment. Et en même temps, c'est donné à plusieurs personnes. Donc c'est pas tant être égoïste que ça. Être polya, ça nécessite du temps, savoir dire combien de temps on peut donner à telle ou telle personne, gérer son agenda. Enfin, à la fois, on pense à soi, mais aussi on pense à plus de personnes que dans un couple monogame. Et comment on fait quand on a trop d'amour et qu'on sait plus gérer? On prend un doudou? Je sais pas. Quand on a trop d'amour et qu'on sait plus gérer, c'est-à-dire? C'est-à-dire que hier, j'allais pas très bien et j'avais 3 relations et j'ai quitté tout le monde en même temps. Non. Si.
Non, c'est vrai. Pour me retrouver toute seule, ouais. Mais en même temps, je crois que c'était la meilleure chose à faire. Parce que ça faisait 3-4 semaines que j'étais plus avec moi-même et que je me perdais dans les autres et que je me retrouvais pas, j'arrivais pas à me retrouver. Bah tu vois que c'est pas égoïste en fait. Ah oui ? Bah là, la preuve en fait, tu t'es perdu dans les autres. Ouais. C'est vrai. Mais ça m'a fait beaucoup de peine, hein. Ouais, non, mais je te Je suis crois. hyper triste. Je te crois, mais c'était peut-être nécessaire et peut-être que tu les retrouveras plus tard. Quand t'auras du temps, quand t'auras de l'énergie. Mais ouais, parce qu'en fait, même si on expérimente le polyamour ou ce genre de choses, ou avoir plein de relations, je suis pas sûre que finalement on est égoïste dans le sens on pense qu'à nous, ou alors dans le sens où nous n'avons pas été élevés comme des mecs cis. Donc en fait, on a le care par rapport aux autres. Ouais, clairement. Alors que je me méfie énormément des hommes cisgenres qui expérimentent le polyamour pour avoir une vie sexuelle très active, et c'est leur droit et c'est leur choix, mais qui délaissent complètement les femmes avec qui ils relationnent et qui n'en prennent pas soin parce que là c'est égoïste. Et en fait, je pense que toi comme moi, on a beaucoup d'exemples de ces hommes-là qui font n'importe quoi et qui ne prennent pas soin des humains sous couvert d'avoir une vie sexuelle très active. Oui, il y en a. Mais c'est l'important aussi de se retrouver dans des endroits où on discute de polyamour, où la modération est suffisamment présente pour dégager ces personnes-là. Tu es dans ce genre de groupe, Martin ? Oui. Je suis au Café Poly du Havre, donc viens. C'est quoi exactement le Café Poly ? Alors, on partage nos expériences sur le polyamour et on pose des questions. Il y a des gens qui sont polyamoureuses et il y a des personnes qui viennent pour questionner un petit peu leur mode de relation. En gros, on se réunit peut-être une fois par mois. Et puis on discute de tout ça, on pose des questions. C'est assez ouvert. On est plusieurs personnes neuroa, on est plusieurs personnes trans. Du coup... Voilà, ça pose le cadre et c'est assez safe, on va dire. C'est ouvert à tout le monde peut venir ? Il faut d'abord passer par les modératrices. Et comment... peut-être qu'on fait la pub de ce groupe, mais en même temps, je me dis c'est essentiel si on se questionne sur notre mode de relationner. Est-ce que tu peux nous dire comment on entre en contact avec ce groupe-là ? Alors, Café Poly LH, entre parenthèses, Le Havre. Donc, passez par les modératrices qui sauront vous filtrer... Est-ce que toi, ça te fait du bien de te retrouver avec des personnes qui se posent les mêmes questions que toi dans leur façon de relationner ? Est-ce que ça te fait du bien de faire communauté avec des personnes qui se questionnent sur leur façon de relationner ? Je dirais pas forcément qu'on fait communauté parce que, on se réunit une fois par mois, mais avant de s'inviter sur Facebook ou de s'inviter ailleurs, faut qu'on demande le consentement de la personne. En fait, c'est pas comme tu vois une personne en mode « Ah tiens, je la connais, donc je l'invite ». Il y a quand même un écart qu'on pose pour faire très très attention à tout ça et au fait que c'est pas un lieu de rencontre. C'est intéressant ce que tu dis, ce n'est pas un lieu de rencontre. Non, c'est pas un lieu de rencontre, c'est un lieu pour discuter et pour échanger de tout ça. C'est pas un lieu pour draguer. Non, sûrement pas. Après, il y a des liens qui peuvent se faire, mais comme partout. Mais c'est pas un lieu de rencontre. Ça, c'est intéressant aussi parce que au Havre, je ne trouve pas d'endroit où on peut faire communauté dans le sens, il n'y a pas de bar gay, par exemple. Non, c'est vrai. Et en fait, il y a quand même une communauté queer qui existe, qui est assez grande. Où est-ce qu'on peut se retrouver lorsqu'on veut trouver des personnes comme nous ? En manif ? En vrai, je sais pas trop. C'est vrai qu'il n'y a pas de lieu de rencontre spécialement. Il y a des événements de temps en temps organisés par la Poudrière. Mais à part ça, il n'y a pas de lieu spécialement pour nous au Havre. Ça, c'est triste. Oui, c'est triste. Parce qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bah c'est ça, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou quand on a des luttes en commun, quoi. Enfin... Mais il y a plein de personnes qui n'ont pas un mode relationnel ou sexuel qui est conventionnel, on va dire ça comme ça, et donc qui sont très seuls. Ouais, après on finit sur les applis, mais bon, il y a beaucoup de tri à faire. Ah ouais ? Ouais, il y a beaucoup de tri à faire. Bah, moi, en étant non-binaire, par exemple, les gens voient mes photos, les gens voient une personne affable.
Assigné femme à la naissance. Femme à la naissance. Mais alors déjà, tu lis mon prénom pour commencer. Faut lire aussi la description qui dit que je suis non-binaire, mes pronoms, et que je suis polia, tout ça. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise parce que du coup, je reçois des très jolies mademoiselles. Bah, en fait, va voir ailleurs si j'y suis. C'est compliqué, ça, le fait qu'on ne te reconnaisse pas en tant que non-binaire. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Après, c'est plus dans la famille, mais c'est une autre histoire. L'avantage, c'est que du coup, j'ai rencontré plein de personnes cette année, notamment toi, mais d'autres gens aussi, et qui me connaissent déjà comme personne non-binaire. Et donc, du coup, je pense que je me repose beaucoup sur ces nouvelles amitiés-là, et que je fuis un petit peu le passé. And my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Est-ce que c'est difficile d'envisager le monde amoureux en étant non-binaire ? C'est plus compliqué de trouver des personnes, mais par contre, c'est plus facile de trouver les bonnes. Du coup, ça fait déjà un bon tri, je trouve. Comment tu sais que ce sont les bonnes personnes ? Parce que je me sens bien avec elles, je me sens pas remis en question. Je sens que la communication est bienveillante, les gens sont à l'écoute et moi je peux les écouter et on se confie beaucoup et il n'y a pas forcément de jugement ou alors quand il y en a, on l'explique et on en discute. Moi je pense que c'est assez... En fait, je pense que je sens que je suis avec de bonnes personnes en ce moment. Je ne sais pas si c'est les bonnes personnes. Pour moi, l'amour de la vie, ça n'existe pas. Mais bref, c'est une autre histoire. Mais je pense que je suis avec de bonnes personnes dans le sens où elles sont transparentes sur ce qu'elles pensent et sur leurs intentions et qu'on communique beaucoup. Est-ce que c'est plus facile de communiquer avec des personnes queer qui ont déjà déconstruit énormément de choses sur elles-mêmes plutôt qu'avec des hommes cis ? En fait, là, en ce moment, j'ai envie de te dire, les hommes cis, la flemme. Après, il y a des hommes cis qui sont déconstruits. Faites attention, ils sont pas si nombreux que ça. Il y a des hommes cis qui sont déconstruits, mais quand je vois qu'une personne n'est pas trop déconstruite, et notamment un homme cisgenre, je vais avoir la flemme de relationner avec. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plus... Là, tu vois, où c'est égoïste, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plus enrichissantes. Je pense que c'est des personnes qui ont plus à m'apporter qu'à me prendre. Est-ce qu'on perd du temps avec les hommes cis ? Je pense pas forcément. Si on arrive à dialoguer avec eux, peut-être qu'on réussit à planter des graines qui font qu'ils vont réussir à réfléchir comme des grands. Peut-être qu'on perd pas du temps. Après, ça dépend lequel, en fait, je pense. Et en même temps, tu dis que tu veux pas donner de l'énergie et du temps dans des relations qui vont rien t'apporter, mais en mettant des graines un peu partout, tu fais déjà de la pédagogie. Ouais, mais je pense que j'ai déjà beaucoup donné et à un moment, voilà quoi. Comment on se repose en amour ? Comment on se repose ? C'est-à-dire ? Comment on lâche prise et on se retrouve soi-même ? Pas voir les gens tous les jours déjà.
avoir du temps pour soi, parce que c'est important. Pas se donner totalement aux autres, n'est-ce pas? Je sais pas, moi je sais que je dors beaucoup, mais vraiment. Donc en fait, j'alterne les moments où je dors tout seul et les moments où je dors pas tout seul. Et du coup, ça c'est bien. Et ça me permet de faire des pauses. Et aussi, c'est important de se retrouver seul pour réussir à débriefer avec soi-même de ce qui s'est passé dans les moments où on était avec les autres. Et donc ça permet de digérer un petit peu tout ça. De digérer ces moments-là et de pouvoir les analyser et aussi de pouvoir profiter et de se dire « Waouh, là, ce que j'ai vécu, c'était trop cool, c'était trop bien ». Genre, par exemple, là, j'ai vécu un truc trop bien dernièrement. C'est que j'ai dormi avec mon ami Doudou avec qui je dors, voilà. Et il y avait sa chérie au Havre. Et on a dormi tous les trois. Et c'était trop choupi. Et après coup, je me suis dit « Waouh, en fait, ce qu'on a vécu, c'était trop, trop chouette ». Et je me suis retrouvée tout seul, ça m'a permis de digérer tout ça et en même temps de profiter du bonheur ou du baume au cœur que ça m'avait apporté. Comment on fait avec la jalousie dans ce type de relation et comment on fait avec la jalousie des autres? Je pense que... alors moi, comme j'ai pas confiance en moi, j'ai énormément besoin d'être rassurée. Et comme je fais en sorte d'être avec des personnes bienveillantes, en général, elles arrivent à me rassurer. Après, comme je suis pas tombée amoureuse de prime abord, ça me permet aussi de voir arriver les choses. Là, en fait, c'est simple pour moi parce que je suis arrivée dans des contextes où les personnes avaient déjà des relations principales. Et donc, je suis pas relation principale et il y a quelqu'un d'autre derrière, tu vois. Donc, en vrai, pour le moment, pour moi, c'est simple. Après, je peux pas dire que ça sera simple toujours. Alors, moi, ma jalousie, en ce moment, elle est gérable. Ce sera pas toujours le cas. Je sais que j'ai été très très jaloux de la relation du pote avec qui n'était pas amoureux de moi quand moi j'étais amoureux de lui. J'ai été très très jaloux de cette relation parce que cette personne ne m'accordait plus le temps qu'elle m'accordait autrefois. Je pense que là, en ce moment, ma jalousie, ça va parce qu'il n'y a pas ce truc de... en fait, le temps que m'accordent les gens n'a pas changé. Et donc, je pense que ma jalousie, elle peut être gérable si les gens sont constants avec moi et si les gens savent me rassurer au bon moment. Ça veut dire que si on te donne trop de temps et qu'on t'en enlève après, la jalousie va naître. La jalousie va naître. Et la jalousie va naître de moi, parce que la jalousie vient toujours de soi. Et je vais me faire du mal tout seul dans mon coin en me disant que c'est de ma faute et que... c'est moi qui ne peux pas être aimé correctement. Et du coup, je risque d'être triste et d'être méchant avec autrui. Mais ça, je le sais et donc je le gère quand ça arrive. Pourquoi tu as besoin de plusieurs amoureux et amoureuses? Je sais pas si j'en ai besoin, c'est juste que ces personnes ont des choses différentes à m'apporter et que dans tous les cas, j'ai de la place dans mon quotidien. Et donc, si j'ai de la place dans mon quotidien, dans mon cœur, et si je sens que je les aime, c'est que ça vaut le coup. Je sais pas que j'en ai besoin, c'est que c'est comme ça, en fait. Et comment tu fais quand on te demande trop d'énergie et trop de temps? Alors, c'est pas encore arrivé, c'est arrivé que en relation monogame, justement. Mais je pense que dans ce cas-là, je le dirais.
Là, j'ai une personne, une de mes relations qui a besoin de temps pour elle. Alors, ça, c'est pareil. Il a fallu me rassurer là-dessus. Il a fallu beaucoup me rassurer là-dessus, que la personne me donne les clés pour que j'arrive à me rassurer tout seul aussi. Mais je comprends, et genre, on le dit, et puis on prend le temps pour soi. Et comment on fait la différence entre les amoureux, amoureuses, et les amis? C'est très compliqué. Parce que là, je te dis que j'ai 2 relations, mais tu vois, c'est incertain en même temps. Enfin, on n'a pas posé forcément les mots, c'est juste que c'est des relations qui sont un petit peu plus émotionnellement investies. Après, je sais pas du tout. En vrai, je pense que la frontière, elle est très très mince. Hein. C'est une très très fine membrane chez moi, je pense. C'est peut-être les personnes avec qui je fais dodo. Et en même temps, j'ai fait dodo avec la chérie de mon ami Doudou, que je compte dans mes relations, mais... Pareil, je peux pas forcément dire que je sors avec elle, mais on dort ensemble, on partage des moments intimes, des moments d'émotion, enfin... Ouais, en fait, c'est très très mince. Hein. C'est important de pas mettre d'étiquette sur ces relations. Je pense que oui, et en même temps, c'est difficile. Parce que du coup, quand tu présentes la personne à quelqu'un d'autre, tu dis, c'est ma... Oh, je sais pas. Donc du coup, là, j'ai une relation, et j'ai mon ami Doudou, que je compte aussi comme une relation, parce que je l'aime. Et en même temps, c'est très, très clivant de mettre des étiquettes. Enfin, faudrait une étiquette personnalisée pour chaque personne, en fait. C'est hyper compliqué. C'est rigolo parce que on en parlait avec une de mes meilleures amies, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire meilleure amie aussi? Et on en discutait ensemble et je lui disais, mais je suis vraiment désolée parce que souvent je dis que ma meilleure amie c'est cette personne que je connais depuis plus longtemps, mais en fait c'est pas vrai parce qu'en fait il n'y a pas de meilleure amie et vous m'apportez toutes quelque chose de différent et comme l'amour amoureux en soi que tu me décris. Et elle m'a dit, mais tu sais, souvent... quand je rencontre un homme et que je lui fais la carte de mes amours, je dis là il y a Nausicaa. Et Nausicaa je l'aime très fort. Ah, c'est trop mignon. Et comme ça tu mets pas d'étiquette, mais je crois que dans le poids des mots et le poids de l'émotion que tu mets à cet instant précis, les personnes savent. Ah, je viens de penser à un truc. Peut-être ce qui définit les gens avec qui je suis, c'est peut-être celles à qui je tiens la main dans la rue. Je sais pas. Non, en même temps, je t'ai déjà tenu la main dans la rue. Oui, moi je tiens les mains de tout le monde. Je suis très physique comme personne. Je sais pas alors. J'en sais rien. En fait, quand je définis une relation, si j'arrive à le faire, j'essaie de faire en sorte à ce que ce soit pas trop fermé pour pas que la personne se sente mal à l'aise et piégée dans un truc ou dans un rôle. Ne pas se sentir piégée dans un rôle. Mais c'est hyper important pour moi, même pour moi, de ne pas me sentir piégée dans une relation, d'où l'avantage du poly. Mais même en étant non-binaire, je trouve que ça correspond très bien à la définition aussi. Ne pas se sentir piégé dans un rôle que la société nous donne. C'est ça. Moi, je mets des coups de pied dedans, avec mes docks à paillettes. Ne pas se sentir piégé dans un rôle. La liberté d'aimer permet ça. La liberté d'aimer tout en ayant la responsabilité de faire le moins de mal possible aux personnes que tu aimes. C'est ça. J'ai fait du mal récemment et je m'en veux. Mais en même temps, bon, après j'ai appris et je sais pourquoi j'ai fait du mal et ce que je dois pas recommencer. J'ai discuté avec un amour qui me disait mais Nausicaa, tu as plusieurs amours. Ça veut dire que tu n'es jamais seule dans le sens où lorsqu'il y a rupture, tu vas dans les bras d'une autre personne. Et je lui ai dit, mais surtout pas. Moi, je veux surtout pas faire ça. Je veux surtout pas faire ça parce que ça veut dire que je ne fais jamais le deuil des relations. Et comme chaque relation est singulière, je ne veux absolument pas venir me consoler dans les bras de quelqu'un d'autre. Il me faut genre beaucoup de temps pour moi toute seule. Je veux pas. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai à cœur, d'avoir la responsabilité de faire le moins de mal aux personnes. C'est que les personnes que j'aime, bien sûr qu'elles sont là, bien sûr qu'elles sont en soutien, bien sûr que il y a quelque chose de l'amour où les personnes sont présentes lorsque tu es triste. Mais en fait, tu te sauves tout seul quoi qu'il arrive et tu gères ton deuil toute seule quoi qu'il arrive. Donc non, le polyamour et multiplier les relations, multiplier les amours quels qu'ils soient, c'est pas aller dans les bras de quelqu'un d'autre lorsque tu es triste. Se servir des humains comme des pansements, c'est quelque chose de vraiment affreux. Je pense que je fais pas ça du coup. Je compartimente beaucoup et les relations sont très très différentes. Donc oui, si j'ai une relation qui va mal, je vais en parler à une autre.
pour qu'elle soit au courant. Après, peut-être que j'aurai besoin de câlins, mais c'est pas parce qu'une relation va mal que je vais aller mal si je suis avec l'autre personne. Il y a le temps pour tout, quoi. Enfin, moi, en tout cas, mes relations n'influent pas les unes sur les autres. Par contre, il y a une problématique qui est arrivée récemment, c'est que du coup, j'apprends à connaître la relation principale de l'amie avec laquelle je dors, et je l'apprécie beaucoup. Je peux pas dire que je l'aime, je la connais très très peu, mais c'est pareil, si un jour mon ami Doudou rompt avec elle, qu'est-ce que je fais ? Enfin, je sais pas du tout comment je prendrais les choses, par exemple. Dans le sens couper ou non le contact avec cette personne. C'est ça. Est-ce que du coup je coupe le contact avec les métas quand c'est comme ça ? Les métamours. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les métamours ? Alors, les métamours, ce sont les autres personnes qui relationnent avec une de nos relations. Voilà. Est-ce que c'est clair ? C'est hyper clair. Et en même temps, dans ce que la société a construit comme l'amitié, on se retrouve mais tellement... Enfin, c'est la même chose, les amis des amis. Et quand il y a grosse dispute, est-ce qu'on continue de parler avec l'ami de l'ami qui a fait beaucoup de mal à l'ami principal ? Alors, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Moi, j'aurais tendance à essayer de comprendre les deux points de vue et de voir si les personnes sont saines ou pas individuellement. Du coup, j'aurais tendance à parler aux deux si je vois que les personnes ne sont pas nocives pour moi, sans non plus les obliger à se voir entre elles. Alors, est-ce que tu ferais la même pour le métamour de ton ami Doudou ? Alors, je la connais pas encore beaucoup, mais je l'apprécie déjà énormément. Après, je pense que j'aurais tendance à prendre de ses nouvelles. Après, elle est pas au Havre, donc c'est plus complexe. Je pense que je lui parlerai comme à une amie normale, entre guillemets, même si ça veut rien dire, et que je verrai et que les relations deviendraient indépendantes l'une de l'autre. Parce que là, elles sont très liées. Dans ta tête ? Là, elles sont très liées. En fait, j'ai appris à connaître l'amie avec laquelle je dors. Et du coup, quand elle a été prête à me présenter sa copine, moi, j'étais tout à fait OK pour l'accueillir. En fait, j'étais limite prêt à l'adopter, quoi. Parce que c'était une extension. Pour moi, c'était un bonus de pouvoir la rencontrer. Et en fait, ça s'est super bien passé, quoi. L'amour, ça prend énormément de place dans nos vies. Est-ce qu'en étant polyamoureux, ça prend encore plus de place ? Non, pas forcément. Moi déjà, comme j'ai pas de relation principale, je suis assez tranquille. Après, est-ce que ça prend plus de place ? Pas forcément. Je trouve qu'une relation monogame, ça prend beaucoup de place quand même. Et surtout si on va dans le schéma traditionnel de on habite ensemble, je pense que ça prend beaucoup de place. Là, j'ai plus de place, plus de temps pour moi, plus de temps pour souffler. Et en même temps, quand je suis avec les personnes, je suis vraiment avec les personnes. Donc non, ça prend pas beaucoup plus de place. C'est juste qu'il faut bien gérer son agenda. Après, on va pas relationner avec toute la ville, mais... Non, je pense qu'il faut être assez au clair aussi sur les besoins qu'on a de temps pour soi. Il y a un avantage du polya, c'est que quand on a une relation qui est toxique, l'avantage du polya, c'est que les autres personnes avec qui on relationne peuvent voir le changement. Et donc, pour moi, il y a aussi ce truc de c'est un filet de sécurité. On se retrouve pas seul sous l'emprise de quelqu'un. Paso, me voy para siempre, un paso fuerte, un paso... Vous venez d'écouter le 23e épisode de Parlez-moi d'amour, en compagnie de Martin, 28 ans, militant 2. Toutes les chansons ont été choisies par mon invité. Vous avez donc pu écouter What's Up de Four Non Blondes, Isara de Eluvati, Millet, Passos de Soha et Danse Macabre de Ghost. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse mail nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio. J'ai fait le premier
pasos quiero acordarme.